Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux entreprises qui viennent de publier leurs résultats, à savoir Google et Enphase. Vous voyez que les deux publications avaient lieu hier soir et on va commencer par Google qui devrait ouvrir en baisse de moins 7% au moment où je vous fais cette vidéo, on est en pré-marché. Et ensuite on parlera d'Enphase qui elle devrait ouvrir en hausse de 5 à 6%. Ce qu'on va faire c'est d'abord regarder un petit peu les résultats de chacune de ces deux entreprises. On va regarder les chiffres, les valorisations et je vous dirai ce que je fais, sachant que c'est deux entreprises que j'ai en portefeuille et c'est pour ça que je suis les résultats. Alors, Google, c'est toute une histoire de perspective pour moi. Si vous prenez ce qu'ont dit les analystes et les médias, on nous explique que notamment le chiffre d'affaires sur ce trimestre est en dessous des attentes des analystes. On va regarder après ce qu'il en est. Et on nous explique aussi qu'ils sont en train d'investir massivement de l'argent dans l'intelligence artificielle. Et au niveau du cloud, ils auraient eu des résultats un tout petit peu moins bons en termes de chiffre d'affaires que ce qu'attendait Wall Street. Et donc là, on est sur du court terme pour moi, et vous allez comprendre après pourquoi dans le prochain slide, parce qu'on fait un moins 7 et quelques pourcents à l'ouverture, alors que l'entreprise vient de faire plus 12% sur le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, plus 10% sur les services, la publicité, la recherche, YouTube, etc. Et un petit plus 30% sur le cloud en un an, et ça déçoit les analystes. Et sans quand je pourrais comprendre si la valorisation était complètement démesurée, mais on va la regarder après, et c'est honnêtement pas mon avis. Donc à chaque fois, ça vous montre vraiment la différence entre ce qu'on va vous dire dans les journaux, les réactions très court terme sur le titre qui va ouvrir à la baisse, et d'un autre côté, le rationnel, avoir fait son analyse depuis longtemps, avoir ses fichiers, avoir des vidéos même pourquoi pas, ou des fichiers dans lesquels vous prenez vos notes pour savoir pourquoi vous avez acheté une entreprise. Et ça me rappelle l'histoire de 2023 avec Google qui allait être tué par ChatGPT. Au final, ça nous avait permis de beaucoup acheter l'entreprise et j'ai un prix de revient unitaire dessus à 108 $. De souvenir, j'ai 45 actions et aujourd'hui le titre est entre 190 et 200 $. Donc je suis pas loin d'un x2 dessus alors que je l'ai acheté il y a même pas 2 ans pour les dernières actions. Donc au final rationnel, je l'ai acheté à l'époque parce que je la trouvais vraiment sous-évaluée, vous avez encore les vidéos où j'en parle, et maintenant on va aller regarder les chiffres pour savoir si elle serait toujours sous-évaluée ou est-ce qu'elle serait peut-être surévaluée ou juste au bon prix. L'entreprise prévoit d'investir massivement, ça c'est vrai, il l'a écrit un petit peu plus tôt dans l'article. Et du coup, on va en parler après, mais au niveau de ma valorisation, je vais peut-être commencer à regarder autre chose que les flux de trésor, parce que quand on investit massivement en CAPEX, ça peut les faire bouger, et ça va peut-être moins refléter la réalité. Et ça, vous le voyez ici, en termes de cash issu des opérations à la fin de l'année 2024, on était à 125 milliards et ils ont dépensé 52 milliards en investissement, notamment pour tout ce qui est le calcul en intelligence artificielle, les serveurs, etc. Et ils prévoient d'investir 75 milliards l'année prochaine. Donc vous voyez qu'ils sont en train d'accélérer leurs dépenses. Par contre, si vous prenez les segments du business, on a de la croissance de partout. Aussi bien sur les recherches Google, sur les publicités YouTube, sur les serveurs, sur tous leurs services. Vous avez toutes les lignes qui sont en croissance en termes de chiffre d'affaires, sauf les deux toutes petites lignes ici qu'ils ont appelées autres paris. Donc par exemple les Waymo, les petits projets annexes, mais ça pèse rien dans le chiffre d'affaires. Donc rien à dire, la croissance est de retour, alors qu'à l'époque, si vous vous rappelez, la croissance avait ralenti parce que les budgets publicité des entreprises avaient baissé, notamment parce qu'on avait des peurs de récession aux États-Unis. Au niveau des chiffres, l'entreprise avait une croissance de son chiffre d'affaires sur 5 années en composé de plus de 18%. On est sur des marges brutes qui sont pas loin de 60% et des marges nettes à plus de 27%. Donc business très rentable avec de la croissance. Ils ont commencé à payer un dividende, ils pèsent assez peu en effet, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est un business qui pour moi a encore beaucoup de potentiel de croissance. Au niveau des valorisations, le PER est à 27, le PER futur d'après les analystes est autour de 20 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 45. Qui vient de remonter, il est plus élevé qu'à l'époque. Et justement, pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'investir beaucoup. Et donc, ça fait baisser le free cash flow mécaniquement. C'est pour ça que je vous dis que je vais peut-être commencer à la valoriser autrement, cette entreprise. On va continuer sur les chiffres, cependant, juste avant, petit instant publicité, puisque je suis mon seul sponsor et je viens de créer un nouveau module sur les options dans le programme, ce qui m'a pris pas mal de temps en janvier, aussi avec les coachings en parallèle. Donc là, je peux justement revenir plus sur YouTube, puisque j'ai moins de travail de fond, évidemment les coachings, etc. continuent, mais par contre j'ai pu à créer ce nouveau module qui m'a pris pas mal de temps. Et donc je viens de rouvrir la page de présentation du programme avant que le tarif augmente définitivement en fin de semaine. C'est pour ça que je me permets de vous en parler, j'en parle pas non plus à chaque fois, mais sachez que c'est aussi grâce à toutes les personnes qui me rejoignent que je peux continuer à créer tout le contenu dont tout le monde profite et aussi pour faire grandir la communauté. Donc si vous souhaitez avoir tous les modules de formation qui sont vraiment la colonne vertébrale du programme avec ma méthode de A à Z et des actions concrètes à mettre en place, aussi l'accès à mon portefeuille, des vidéos exclusives que je fais toutes les semaines, mes fichiers, mes prix d'achat, quand est-ce que j'achète des entreprises, la mise à jour de mon portefeuille à chaque fois que je fais des achats,
d'achat, etc., vous avez le premier lien en description et vous pouvez aussi réserver un appel avec moi-même si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions et ou si vous voulez prendre le programme avec aussi l'accompagnement sur 12 semaines avec des coachings en one-on-one. On en revient à la vidéo et aux chiffres de Google. Donc là, je vous ai mis la position en cash que vous avez en bleu. Et si je vous mets ça en face de la dette long terme, vous voyez qu'on a largement assez de cash pour couvrir la dette. Cependant, le cash est un petit peu en train de baisser. Je vous ai mis aussi les flux de trésorerie disponibles avec et sans les compensations en actions, puisqu'ils distribuent des actions notamment aux employés. Vous voyez que dans les deux cas, ça permettrait de couvrir la dette long terme. Cependant, si vous regardez la dette, ils ne sont pas en train d'essayer de la rembourser. Et pourquoi ils n'essaient pas de la rembourser? Eh bien, la réponse, elle va être notamment avec la bougie violette que vous voyez qui part à la baisse et qui est en train d'être de plus en plus grande à la baisse. Et ça, c'est les fameux CAPEX. C'est les investissements qui sont du coup en train de faire bouger les flux de trésorerie. Et ça, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Vous avez en bleu ciel les dépenses en CAPEX, donc vous voyez qu'on est en train de dépenser de plus en plus. Et comme ils dépensent de plus en plus en investissement et que le flux de trésorerie disponible, c'est le flux de trésorerie opérationnel auquel on retranche les investissements, eh bien, regardez les deux ratios de prix, ils sont en train de s'écarter. Le prix par rapport au flux de trésorerie disponible est en train de monter beaucoup parce qu'on est en train de dépenser du coup en investissement. Par contre, le ratio de flux de trésorerie issu des opérations, eh bien, lui, il est en train de monter beaucoup moins fort. Et ça, c'est parce qu'ils investissent en CAPEX. Et ça me rappelle beaucoup Amazon. C'est une entreprise qui investit massivement et donc pour moi, je ne peux pas la juger sur les flux de trésor et je préfère regarder le cash issu des opérations. Et quand je vois Google, je suis de plus en plus en train de me dire que dans cette phase où ils sont en train d'investir beaucoup en IA, il serait peut-être plus pertinent pour moi et peut-être pour vous aussi, après vous ferez vos propres analyses et je ne vous donne pas de conseils, mais peut-être que ce serait pertinent de commencer à la valoriser en regardant les flux de trésorerie opérationnels parce que les CAPEX, pour moi, on aura du retour sur investissement dessus dans le temps. Au final, la valorisation de Google ne me choque pas. Un prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel autour de 20 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui lui est plus élevé. Mais encore une fois, je préfère regarder le flux de trésorerie opérationnel vu ce qu'ils vont mettre en CAPEX l'année prochaine. Il est hors de question que je vende ma position. Et d'ailleurs, quand vous regardez historiquement, les valorisations ne sont pas complètement folles. Évidemment, on l'a quand même payé beaucoup moins cher. Regardez ici, en 2022-2023, on avait un prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel sous les 15, mais pas de raison de les vendre. Surtout que tout ce qui est LLM, donc les langages d'intelligence artificielle type Gemini, ChatGPT, etc., pour moi, ça va devenir des commodités. Les géants de la tech ont une grande force de frappe et à partir du moment où c'est une commodité, c'est-à-dire que en gros, pour avoir le meilleur modèle, il s'agit de dépenser beaucoup d'argent puisque la donnée, elle est connue, elle est disponible sur Internet. On n'est pas comme sur de la conduite autonome où la donnée n'est pas disponible. Là, on a tous les livres du monde, tout Internet et donc tout le monde peut fabriquer un logiciel d'intelligence artificielle, en tout cas de type ChatGPT. Et au final, les seules barrières à l'entrée, c'est quoi? C'est le CAPEX, c'est l'investissement. Et qui va être capable de mettre ces outils devant les consommateurs? Et les Microsoft, les Google, les Apple, pour moi, sont extrêmement bien placés pour mettre ces outils devant les utilisateurs. Ils ont les téléphones, ils ont les ordinateurs, ils ont les moteurs de recherche. Et c'est pour ça qu'il est hors de question, par rapport à l'intelligence artificielle en tout cas, que je viens de vendre mon Microsoft, mon Google, mon Apple ou des entreprises comme ça. Le marché, il fait bien ce qu'il veut sur le court terme. S'il veut m'ouvrir l'entreprise à moins 7%, pas de souci, les bruits et les peurs, je ne vais pas les regarder. Enfin, je les écoute. S'il y a une vraie raison d'avoir peur, bien sûr que je vais m'inquiéter. Mais là, je vois aucune raison fondamentale. C'est le marché qui fait ce qu'il veut sur le court terme. Et à l'époque, quand on avait eu une très grosse baisse justement à cause de ces peurs qui étaient pour moi totalement infondées, vous avez les vidéos où j'en parlais, et bien clairement, j'avais acheté. Maintenant, je continue à regarder les fondamentaux au quotidien parce que j'ai quand même de l'argent dessus, donc il faut que je suive ça. Les articles de journaux, je les ignore du moment que c'est pas du concret. Je regarde les fondamentaux, j'ai ma stratégie, je l'applique et ça me permet de réussir dans le temps. On passe maintenant sur Enphase, c'est une entreprise que je suis de près. Chaque trimestre, les résultats, j'en parle. Et j'en parle beaucoup parce que c'est une de mes deux seules lignes qui est en négatif dans le portefeuille. Portefeuille qui d'ailleurs a eu une performance absolument exceptionnelle depuis un an. Là, on est à plus 106% au moment où je fais cette vidéo. Donc clairement, c'est important de diversifier. La preuve, même si j'ai deux titres qui sont en négatif, à savoir que sur Enphase, je suis en baisse de moins 38% sur la position, et bien il n'empêche que le portefeuille se comporte très bien. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, et je l'ai déjà dit. Alors, je vais continuer à suivre les résultats chaque trimestre car je me dois justement de continuer à suivre les entreprises que j'ai en portefeuille, d'ailleurs qu'elles soient très à la hausse ou à la baisse. Et d'autant plus sur Enphase que le secteur d'activité est en difficulté. Pour rappel, Enphase, c'est une entreprise qui fait des produits pour la génération d'électricité via la technologie photovoltaïque, donc les panneaux solaires, et ils équipent notamment les maisons avec des micro-inverteurs. Ce sont des petits boîtiers qui vont derrière les panneaux solaires et qui permettent de passer du courant continu vers le courant alternatif. Ils ont aussi des systèmes pour gérer la maison, la charge des véhicules, envoyer l'électricité dans les prises, renvoyer l'électricité dans le réseau, etc. On ne fait pas ici une analyse complète, vous avez des vidéos sur la chaîne où j'en ai souvent parlé.
Maintenant sur Enphase, la grande baisse a eu lieu parce qu'on a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires et honnêtement, on a eu un ralentissement sur tout le secteur. Vous avez des concurrences comme SolarEdge et de façon générale, tout le marché du solaire est difficile en ce moment, tout simplement parce que l'immobilier va mal, les taux d'intérêt sont remontés et c'est des installations qui coûtent cher. Et quand les personnes restent dans leur maison et qu'en plus la maison perd de la valeur, aller mettre des panneaux solaires sur le toit, c'est pas la priorité. Ça, c'est mon avis sur l'entreprise. À savoir qu'à l'époque, à un moment, elle était à plus de 300 $. Je l'avais acheté il y a de nombreuses années. Vous retrouvez des vieilles vidéos sur la chaîne. Ensuite, je l'avais revendu entre 200 et 300 $ parce que je la trouvais trop chère. Et justement, ils étaient en train de remonter les taux d'intérêt fin 2022. Vous retrouverez aussi les vidéos sur la chaîne. Et j'avais commencé à la racheter autour des 100, 120 $. Et aujourd'hui, j'ai un prix de revient unitaire à 108 $. Pour revenir sur notre chiffre d'affaires et les résultats qui viennent d'être publiés. Le trimestre précédent, donc vidéo que j'avais dû vous faire certainement en novembre, octobre 2024, donc il y a quelques mois, on avait constaté ensemble que le chiffre d'affaires sur 12 mois glissants était toujours en baisse. Par contre, le chiffre d'affaires en trimestriel était en train de repartir. Et c'est encore une fois le cas. Si vous prenez le quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023, on est en hausse. Et même entre le troisième et le quatrième trimestre 2024, on a une toute petite hausse. Par contre, si vous regardez l'année complète de 2023 par rapport à l'année complète de 2024, là, vous comprenez pourquoi l'entreprise s'est écroulée en bourse. Le chiffre d'affaires s'est écroulé. Vous l'avez ici, on était à 2,2 milliards et on est passé à 1,3 milliard. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis mis à acheter le titre parce qu'il était monté à 300 $. Il est fortement redescendu et c'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à m'y intéresser. La traversée du désert, elle est beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais, je vous en reparlerai en conclusion, mais fondamentalement, c'est un secteur dans lequel je crois, et c'est pour ça que à l'époque, j'ai commencé ma position, et j'ai gardé la position raisonnable, puisque vous avez bien vu que malgré que ce soit en baisse, le portefeuille, lui, est extrêmement à la hausse. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on vient d'avoir des années exceptionnelles, peut-être que tous les années ne seront pas comme ça, et actuellement, c'est super dur de résister à l'envie de vendre, et c'est pour ça que je fais beaucoup d'analyses, que je regarde les titres, que je regarde par exemple Google, et je dis, bah Google, oui, j'ai beaucoup de gains dessus très rapidement, c'est pas usuel, mais d'un autre côté, je ne vais pas vendre parce que je suis obligé de rester rationnel. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, quand je vois une entreprise qui est à la baisse, je pourrais paniquer, me dire vendre et mettre ailleurs l'argent, mais je reste rationnel le plus possible, je regarde les chiffres, le chiffre d'affaires est en train de repartir à la hausse. C'est loin d'être magnifique, et la traversée du désert est beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave, pour l'instant, je vois pas des risques de faillite d'ailleurs, etc. On va le regarder maintenant au niveau des chiffres. Chiffres que je vous montrerai un petit peu plus tard, là je vous les montre déjà au niveau des risques de faillite, etc. Est-ce qu'on brûle du cash, etc. Je vous fais les vidéos un petit peu plus en live, vous avez remarqué, je fais de moins en moins de cuts, j'essaye tout simplement d'être toujours plus spontané, même dans mes réflexions, etc. Puisqu'on m'a dit que c'était le genre de vidéo qui vous plaisait. Je ne vais pas le mentionner à chaque fois, mais ne vous étonnez pas si vous voyez du changement dans les vidéos de temps en temps par rapport à ce que j'ai pu faire à l'époque. C'est aussi l'objectif de toujours s'améliorer. Maintenant, il va falloir faire du retour sur la croissance, c'est-à-dire que, ok, on a touché le point bas, d'ailleurs vous le voyez ici, regardez en vert, on a bien eu des trimestres qui étaient vraiment en forte baisse, et ça y est, depuis plusieurs trimestres, on est en train de repartir ici au niveau de mon pointeur. Il va falloir que ça continue, ça je vais le surveiller de près, parce que si ça repart encore à la baisse pour des raisons fondamentales au business et non pas macroéconomiques, c'est-à-dire que si c'est pas à cause des taux d'intérêt de l'immobilier qui va mal, mais parce que l'entreprise est mal géré, dans ce cas-là, bah, clairement, il faudra que je réagisse. Pour moi, ce n'est pas le cas actuellement. D'ailleurs, si vous allez voir les marges, on va le faire dès maintenant, vous constatez notamment que les marges sur flux trésorerie disponibles tiennent très bien. Donc, ils ne sont pas en train d'avoir des problèmes de trésorerie, l'entreprise n'est pas au bord de la faillite, mais ça, je vous le montre après. Le secteur va mal, comme je vous le disais, ça repart aux États-Unis, c'est encore très difficile en Europe, et c'est un secteur très lié à l'immobilier. Et du coup, je ne m'attends pas du tout à ce que ça reparte le mois prochain. La traversée du désert, elle dure longtemps, je ne vais pas me mentir. C'est plus long que ce que je l'aurais aimé, mais même la direction confirme que le chiffre d'affaires, lui, va pas rebaisser. A priori, on devrait être entre 340 et 380 millions pour le prochain trimestre. Donc si je fais x4, ça nous amène à un peu plus de 1,5 milliard si je prends la fourchette haute pour 2025, sachant qu'ils sont peut-être prudents sur les chiffres, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et donc, même si je fais x4, on serait sur un chiffre d'affaires en 2025 plus élevé que 2024. Donc, même la direction nous dit qu'a priori, le chiffre d'affaires, il va être plus élevé en 2025 que ce qu'il a été en 2024. Mais on sera clairement pas au niveau de 2023, a priori, pour l'instant. Comme je vous le montrais, le chiffre d'affaires, on voit la magnifique hausse qu'on avait eue entre 2020 et 2022. Et c'est d'ailleurs à cette époque que j'avais acheté et revendu pour une plus-value. J'ai ensuite attendu la forte baisse, puisqu'on en avait parlé, les chiffres d'affaires clairement allaient baisser, puisqu'ils remontaient les taux de façon absolument impressionnante, vous connaissez l'histoire. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires repart. Les marges nettes de l'entreprise ont fortement baissé, par contre, ils ont très bien tenu la trésorerie. Ce qui pour moi est le plus important, l'entreprise s'est bien gérée parce qu'elle a compris que ça allait être difficile pendant plusieurs années et ils n'ont pas envie de faire faillite. Au niveau du cash, il est assez constant, entre 1,3 et 1,6, 1,7 milliards depuis 1 an et demi. Au niveau des flux de trésorerie,
on a clairement fortement baissé, on va pas se le cacher. Ils ont maintenu les marges, c'est ce que je vais vous montrer ici au niveau de mon pointeur rouge. Par contre, le chiffre d'affaires a baissé, donc forcément le flux de trésorerie a beaucoup baissé, même à marge équivalente. Et ça, vous le voyez, regardez les bougies vertes et les bougies bleu foncé, on a clairement baissé. Cependant, pas de risque de faillite, puisque juste le cash couvrirait la dette long terme et ils ne brûlent pas du cash. Donc ils vont peut-être même augmenter leur position en cash. Cependant, je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose qui me paraît peut-être malin en ce moment, ça vous ferez votre propre avis. Regardez, ils ont commencé à racheter des actions. Ce qui est un signe que l'entreprise pense que son titre est à un prix sur lequel il se voit utiliser du cash, de la trésorerie pour racheter les actions et donc réduire la part du gâteau et faire du retour sur investissement aux investisseurs. Ce qui nous montre un certain signe de confiance de la part de la direction. On va finir la vidéo parce qu'elle aura quand même été assez longue, je pense. On est sur un turnaround play. C'est un concept dont parle souvent Peter Lynch, c'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui a eu une période difficile et qui serait capable de faire un retour à la croissance. Et là, les raisons, elles seraient peut-être pas intrinsèques au business, mais fondamentales, mais ce serait peut-être plus le secteur. En tout cas, c'est ma thèse d'investissement. Le secteur souffre beaucoup, taux d'intérêt immobilier. Je continue à regarder l'entreprise très régulièrement et j'ai toujours eu confiance dans la technologie. J'ai toujours vu des avantages compétitifs et c'est pour ça que je suis sur cette entreprise. CF, les vidéos qu'on a fait avant d'analyse complète. Pour moi, le photovoltaïque, c'est une des solutions du futur pour l'énergie. Je n'en doute pas, je continue à y croire. Est-ce que cette entreprise en fera partie? Ça, c'est ma thèse d'investissement, c'est pour ça que j'investis dessus. Mais le secteur dans son ensemble, je pense qu'il a de l'avenir. Et on m'avait aussi parlé des batteries, parce qu'ils sont fortement concurrencés sur les batteries. C'est vrai, mais j'ai toujours été sur Enphase pour les micro-inverteurs. Vous irez voir les anciennes vidéos. Et sur ces premières vidéos, je ne parle pas du tout des batteries, je parle vraiment des micro-inverteurs. Et au niveau des batteries, ça tombe bien parce que la concurrence, c'est une très grosse position pour moi aussi. Donc même si le secteur des batteries se fait attaquer par un concurrent, ça tombe bien, c'est une grosse position pour moi. Je conserve ma position, j'ai 100 titres à un prix de revient unitaire de 108 $. Je n'ai pas de raison de vendre. Je vois qu'ils sont en train de remonter la pente. Et si les taux d'intérêt viennent à baisser fortement dans quelques années, ce qui est mon avis, puisque je vous ai déjà fait des vidéos sur la chaîne sur ce que je pense qui va se passer sur les monnaies fiduciaires et les taux d'intérêt. Et en rajoutant ça l'immobilier qui peut se reprendre et tout simplement le besoin en énergie qui va exploser. On a toujours besoin de plus d'électricité et autant utiliser le réacteur à fusion nucléaire qu'on a dans le ciel. Je pense que c'est un secteur qui a de l'avenir. Et j'ai pas du tout envie de m'exposer par exemple à la fabrication de panneaux solaires parce que je vois beaucoup moins de valeur ajoutée, c'est presque devenu des commodités. Aujourd'hui les panneaux solaires c'est carrément quelque chose qui est fabriqué en masse à bas coût. Par contre les micro-inverteurs, là il y a de la technologie parce qu'il y a l'électronique, il y a du logiciel, il y a de la mise à jour des logiciels, il y a aussi une grosse partie installateur, c'est-à-dire que Enphase, leur avantage compétitif c'est qu'ils ont un vrai service après-vente, les installateurs savent utiliser leurs produits, ils sont présents dans beaucoup de marchés, ils ont un vrai réseau de distribution parce que vendre des panneaux solaires c'est bien, mais installer les panneaux solaires sur le toit, c'est différent. Et imaginez la petite entreprise du bout de la rue, parce que, soyons très clairs, l'installation de panneaux solaires, c'est des business très localisés. C'est une personne dans une ville qui a ouvert une entreprise et qui monte les panneaux solaires partout sur la ville, et les contrats, il les obtient des fois par des publicités que vous voyez à la télé, etc. Mais si vous voyez une pub à la télé pour des panneaux solaires, c'est pas la grosse entreprise qui fait de la pub qui viendra vous mettre les panneaux, c'est des agents en local. Donc c'est très localisé, et imaginez l'installateur, il n'a pas envie d'avoir au bout du téléphone quelqu'un qui lui répond pas. Et c'est là qu'Enphase sont très forts. Ils ont pignon sur rue, ils font partie des leaders et les installateurs aiment travailler avec eux. Et ça a toujours fait partie de ma thèse d'investissement. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je surveille de près. À chaque fois que je vois une personne qui s'est fait installer du panneau solaire en France, je demande qu'est-ce qui a été mis derrière, j'essaie de comprendre. Je me suis déjà même amusé à l'époque à faire des devis en ligne pour voir qu'est-ce qui était proposé, etc. Il y a clairement de la concurrence et souvent quand vous regardez ce qui est installé, Enphase fait partie des produits proposés avec un vrai service, une application, etc. D'ailleurs, j'avais une histoire, voilà, je vous fais plein de tangentes, tant pis la vidéo sera longue, mais je connaissais deux personnes qui avaient fait installer des panneaux solaires sur le toit et c'était un peu une sous-marque et l'application ça marchait pas, c'était 2-3 ans plus tard, ils n'avaient pas un super suivi des panneaux, alors qu'à l'inverse, je connais 2 voire même 3 maisons sur lesquelles on a mis du Enphase et donc j'ai pu jouer avec l'application en France et donc là forcément vu que c'est du plus haut de gamme application qui est à jour, qui fonctionne, l'installateur a aussi fait ça dans les règles de l'art, suivi de la consommation, s'il y a un panneau qui est sale, et bien l'application vous le dit, donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis sur cette entreprise parce que dans le monde du panneau solaire, on est entre guillemets sur le plus haut en termes de valeur ajoutée et d'ailleurs ça se voit dans les marges brutes, on peut retourner les voir ensemble, tant pis pour la tangente, la vidéo sera plus longue, regardez, marge brute à plus de 40%, donc on n'est pas du tout sur un produit industriel de type commodité, panneau solaire avec des marges très faibles. Non, non, là, il y a de la marge et l'entreprise d'ailleurs, et on finira la vidéo là-dessus parce qu'elle va être trop longue, l'entreprise tient les marges brutes. Regardez, on est toujours à plus de 40-45%.
On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, un peu plus longue que prévu, mais bon, c'est pas grave, j'ai filé ton genre, je sais que ça vous plaît. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage, avoir accès à tout le contenu en dehors de YouTube, toutes les vidéos que je fais au sein du programme, mes fichiers, mon portefeuille, mes achats, mes ventes, etc., vous avez le premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.